Freud a découvert que certaines des perturbations sexuelles qui résultent de satisfaction incomplète, coït interrompu, éjaculation précoce, n'entraînent pas une hystérie mais une névrose d'angoisse. Mais à mon avis, il arrive assez souvent qu'une excitation de l'affect sexuel se convertisse en phénomène somatique hystérique. On n'a pas de peine à comprendre un fait que d'ailleurs nos observations nous révèlent assez clairement, à savoir que les affects non sexuels tels la peur, l'anxiété, la colère entraînent l'apparition de phénomènes hystériques. Mais il n'est peut-être pas superflu de faire toujours ressortir que le facteur sexuel dépasse de loin en importance et en conséquence pathologique tous les autres facteurs. Les naïves observations de nos prédécesseurs qui ont donné au mot hystérie un sens que nous lui avons en partie conservé sont plus proches de la vérité que les toutes récentes opinions émises à ce propos et suivant lesquelles la sexualité est reléguée à peu près au dernier plan. Cela enfin afin d'épargner aux malades des reproches d'ordre moral. Il est certain que les besoins sexuels varient suivant les individus, autant chez les normaux que chez les hystériques, et qu'ils ne sont pas plus puissants chez ces derniers. Mais ce sont ces besoins qui les ont rendus malades, et en grande partie justement parce que ces malades les ont combattus en repoussant la sexualité. N'omettons pas de rappeler qu'à côté de l'hystérie sexuelle existe une hystérie de frayeur, une hystérie véritablement traumatique. Elle est une des formes les mieux connues et reconnues d'hystérie. Il convient de ranger dans la même assise, pour ainsi dire, que les phénomènes nés d'une conversion d'excitation émotionnelle, les réactions qui doivent leur naissance à la suggestion, en particulier à l'autosuggestion, chez des sujets originellement influençables. La suggestibilité, quand elle est très marquée, c'est-à-dire quand elle favorise l'action excessive et sans borne des nouvelles représentations, n'appartient pas à l'essence même de l'hystérie. Chez le prédisposé, elle peut toutefois compliquer les choses. L'état particulier du système nerveux des prédisposés à l'hystérie facilite en effet l'action somatique des représentations trop puissantes. D'ailleurs, ce ne sont généralement que des pensées à charge affective qui se traduisent suggestivement par des phénomènes somatiques, et c'est ainsi que l'on peut souvent interpréter ce processus comme une conversion des affects concomitants de peur et d'angoisse. Les processus de conversion d'affect et de suggestion demeurent identiques jusque dans les formes compliquées d'hystérie qui nous restent à examiner et y trouvent même des conditions plus favorables. Mais les phénomènes hystériques psychiquement déterminés doivent toujours leur production à l'un de ces deux processus. C'est l'hypnoïde et la tendance à l'auto-hypnose qui fournit le troisième élément de la prédisposition hystérique. Dans certains des cas cités, elle joue son rôle, facilite et favorise au plus haut point la suggestion et édifie pour ainsi dire au-dessus des petites hystéries un autre étage de grande hystérie. Cette hypnoïdie ne constitue d'abord qu'un état passager, alternant avec l'état normal et auquel nous pouvons attribuer une action psychique sur le corps, semblable à celle que nous observons dans l'hypnose artificielle. Cette action est ici d'autant plus intense et profonde qu'elle affecte un système nerveux déjà anormalement excitable, en dehors de l'hypnose. On serait tenté de croire qu'il convient d'identifier la prédisposition à l'hypnose avec une excitabilité originelle anormale, puisque l'hypnose artificielle elle-même est capable de modifier la sécrétion, la quantité locale du sang, la vésiculation. Möbius semble le croire, mais à mon avis c'est là s'enfermer dans un cercle vicieux. Nous n'observons pour autant que je sache cette thaumaturgie de l'hypnose que chez les hystériques. Nous attribuons là à l'hypnose les effets de l'hystérie pour ensuite faire dériver celle-ci de l'hypnose. Dans quelle mesure et dans quel cas la tendance à l'auto-hypnose est-elle une propriété originelle de l'organisme? C'est ce que nous ignorons. J'ai plus haut émis l'opinion qu'elle se développait en partant des rêveries à charge affective, mais il y faut certainement aussi une prédisposition innée. Si cette opinion est exacte, on conçoit nettement aussi l'importance du rôle que joue la sexualité dans la formation de l'hystérie, car en dehors des soins donnés à un malade, aucun facteur psychique n'est plus propre à provoquer des rêveries chargées d'affect que le besoin d'amour. En outre, l'orgasme sexuel, avec ses affects multiples, avec le rétrécissement du conscient qu'il suscite, est très apparenté aux états hypnoïdes. C'est dans l'accès hystérique et dans l'état qualifié d'hystérie aiguë, et qui semble-t-il joue dans la formation de la grande hystérie, un rôle si important que l'hypnoïdie
apparaît la plus évidente. Il s'agit là d'états de longue durée, nettement psychotiques, persistant souvent plusieurs mois et que l'on qualifie souvent de confusion hallucinatoire. Même quand le trouble n'est pas aussi accentué, cet état comporte des phénomènes hystériques variés dont quelques-uns persistent. En ces cas, une partie du contenu psychique consiste aux représentations rejetées à l'état de veille et refoulées hors du conscient. Délire hystérique des saints et des nonnes, des femmes incontinentes, des enfants trop bien élevés. Étant donné le fait que ces états constituent très souvent de véritables psychoses, bien qu'ils proviennent directement et exclusivement de l'hystérie, je ne puis me rallier à l'opinion de Möbius lorsqu'il dit que, sauf en ce qui concerne les délires liés à l'accès, on ne saurait parler de véritable démence hystérique. Ces états sont en bien des cas psychotiques et dans le cours ultérieur de l'hystérie, ces sortes de psychoses se répètent tout en ne constituant en effet rien d'autre que le stade psychotique de l'accès. Toutefois, comment serait-il possible de les qualifier d'accès quand ils se prolongent pendant des mois? De quelle manière naissent les hystéries aiguës? Dans le cas le mieux connu, observation 1, qu'elle s'est développée par accumulation des attaques d'hypnoïdie. Dans un autre cas, hystérie déjà formée et compliquée, elle était due à une privation de morphine. La plupart du temps, le processus reste obscur et pour le comprendre, d'autres observations seraient nécessaires. La phrase de Möbius s'applique aux hystéries dont nous avons traité ici. La modification essentielle qu'entraîne l'hystérie, dit-il, est due au fait que l'état mental, passager ou durable, de l'hystérique équivaut à celui de l'hypnotisé. La persistance dans l'état normal d'un symptôme hystérique créé pendant l'état hypnoïde confirme tout à fait nos expériences sur la suggestion post-hypnotique. D'où alors l'idée que les complexes de représentation non susceptibles de devenir conscients coexistent avec les séries d'idées conscientes et que la dissociation du psychisme est un fait accompli. Il semble certain que cette dissociation peut aussi se réaliser sans hypnoïdie, à partir de la foule des idées éliminées, rejetées hors du conscient, mais non étouffées. Il s'établit d'une façon quelconque un domaine psychique, tantôt pauvre en idées, rudimentaire, tantôt plus ou moins semblable à celui de la pensée consciente. Et c'est avant tout à Binet et à Janet que nous en devons la connaissance. La dissociation du psychisme est l'achèvement de l'hystérie. Nous avons exposé déjà comment elle pouvait expliquer les caractères essentiels de la maladie. D'une façon constante, mais avec une changeante vivacité des représentations, une partie du psychisme des malades hypnoïdes se tient toujours prête, en abandonnant la pensée claire, à s'emparer de tout l'individu, accès et délire. C'est ce qui se produit dès qu'un affect puissant vient troubler le cours normal des pensées, dans les états crépusculaires et de surmenage. À partir de cette hypnonidie persistante, des représentations immotivées étrangères aux associations normales pénètrent dans le conscient. Des hallucinations s'insinuent dans la perception. Des actions motrices se produisent sans intervention de la volonté consciente. Le psychisme dissocié est au plus haut point accessible à une conversion d'affect et à la suggestion, et c'est ainsi qu'apparaissent aisément de nouveaux phénomènes hystériques qui, sans cette dissociation, n'auraient pu que très difficilement se produire sous la pression d'émotions répétées. Le psychisme dissocié est le démon dont, aux époques de naïves superstitions, on croyait le malade possédé. Il était exact qu'un esprit étranger à la conscience claire dominait le malade, mais il s'agissait non d'un élément étranger à ce dernier, mais bien d'une partie de son esprit. Certains, en nous voyant tenter de rassembler toutes les connaissances que nous possédons pour en faire une construction synthétisante, nous reprocheront peut-être notre éclectisme. Ce reproche se justifie-t-il vraiment? Nous avons, il est vrai, donné leur place à maintes explications de l'hystérie, depuis la vieille théorie des réflexes jusqu'à la dissociation de la personnalité. Mais comment procéder autrement? Tant d'observateurs excellents, tant de savants perspicaces se sont déjà occupés de l'hystérie. Comment leurs diverses explications ne contiendraient-elles pas chacune une part de vérité? Tout exposé futur de l'état réel des choses devra certainement contenir toutes ces théories et combiner toutes les vues unilatérales émises à ce propos pour en faire une solide réalité. C'est pourquoi le reproche d'éclectisme ne me semble pas justifié, mais que nous sommes loin encore de la possibilité d'une compréhension parfaite de l'hystérie. De quels traits mal assurés les contours n'en sont-ils pas tracés? Quels lourds concepts n'utilisons-nous pas pour dissimuler et combler les lacunes béantes? Une seule réflexion est capable jusqu'à un certain point de nous rassurer.
Ces difficultés sont inhérentes et doivent être à tous les exposés physiologiques de processus psychiques complexes. On peut toujours répéter à leur propos ce que dit Thésée dans le songe d'une nuit d'été. Ce qu'il y a de mieux dans ce genre n'est jamais qu'un jeu d'ombre, mais les plus grandes faiblesses ont de la valeur quand on cherche, franchement ou modestement, à retenir les traits irréels que projette sur le mur l'objet réel inconnu. On a ainsi toujours le droit d'espérer que subsiste plus ou moins une certaine concordance entre les faits réels et l'idée que nous en avons. Psychothérapie de l'hystérie par Sigmund Freud. Dans notre communication préliminaire, nous déclarions avoir découvert en étudiant l'étiologie des symptômes hystériques une méthode thérapeutique ayant à notre avis une grande valeur pratique. Nous fûmes d'abord extrêmement surpris de constater que les divers symptômes hystériques disparaissaient sans retour dès que nous réussissions à évoquer et à mettre en pleine lumière le souvenir des incidents qui les avaient provoqués et en même temps l'affect concomitant. Il fallait aussi que le malade décrivît avec le plus de détails possible cet incident et qu'il donnât à l'affect une expression verbale. Nous cherchâmes ensuite à expliquer la façon dont agissait notre procédé psychothérapique. Il supprime l'action de la représentation primitive non abréagie en permettant la liquidation, par expression verbale, de l'affect concomitant. En ramenant la représentation dans le conscient normal par le moyen d'une hypnose légère, nous lui faisons subir une correction associative, ou encore nous la supprimons par suggestion médicale, de la même façon que pour l'amnésie dans le somnambulisme. Bien que l'essentiel ait été dit sur ce sujet dans les cas déjà exposés, il ne m'est pas possible d'éviter ici certaines répétitions, et j'essaierai maintenant de démontrer jusqu'où peut nous amener notre méthode, quels sont ses avantages sur d'autres procédés, quelles techniques elle utilise et à quelles difficultés elle se heurte. En ce qui me concerne, j'ai le droit de dire que je puis toujours soutenir les points de vue exposés dans la communication préliminaire. Je reconnais toutefois que n'ayant jamais cessé au cours des années écoulées depuis lors de me préoccuper des questions qui y furent abordées, de nouvelles opinions se sont imposées à mon esprit. J'ai été tout au moins amené à regrouper et à envisager différemment une partie des matériaux déjà connus. Il serait injuste d'attribuer à mon vénéré ami Joseph Breuer une trop lourde part de responsabilité dans cette évolution. C'est donc surtout en mon propre nom que je vais ajouter les considérations qui suivent. Lorsque je tentais d'appliquer à un grand nombre d'hystériques hypnotisés la méthode thérapeutique de Breuer, par détection et abréaction, je me heurtais à deux difficultés qui m'amenèrent, pour les résoudre, à modifier aussi bien ma technique que mes conceptions. Les sujets incontestablement hystériques et fort probablement soumis au même mécanisme ne sont pas tous hypnotisables. Il m'a fallu déterminer ce qui caractérisait essentiellement l'hystérie et ce qui la différenciait des autres névroses. Je décrirai plus tard la façon dont j'ai pu surmonter la première de ces difficultés et ce que celle-ci m'a appris. Commençons d'abord par exposer quelle attitude j'ai adoptée dans la pratique quotidienne à l'égard du second problème. Il est formalisé de se faire une opinion exacte d'un cas de névrose avant d'avoir soumis celui-ci à une analyse approfondie qui ne peut être différente de celle utilisée par Breuer. Pourtant, c'est avant même de connaître en détail le cas que l'on se voit obligé d'établir un diagnostic et de déterminer le traitement. Que faire alors sinon utiliser le procédé cathartique dans les cas probablement hystériques et présentant un ou plusieurs stigmates? Parfois, alors les résultats thérapeutiques, en dépit du diagnostic d'hystérie, restaient bien médiocres et l'analyse elle-même ne mettait rien d'important en lumière. D'autres fois, j'essayais de traiter par la méthode de Breuer des névrosés que nul certainement n'aurait tenus pour hystériques et sur lesquels néanmoins le procédé agissait et parfois même supprimait les symptômes. C'est ce qui m'arriva par exemple dans des cas d'idées obsédantes véritables du type de Westphal, cas qui ne rappelait l'hystérie par aucun trait. Ainsi, le mécanisme révélé dans la communication préliminaire ne pouvait être regardé comme un signe pathognomonique de l'hystérie. Cependant, il ne m'était pas possible, pour l'amour de ce mécanisme, de mettre tant d'autres névroses dans le même panier que l'hystérie. Un plan finit par surgir de tous mes doutes. Je décidai de traiter de la même façon que l'hystérie toutes les autres névroses, de rechercher partout l'étiologie et le genre du mécanisme psychique. Ce furent les résultats de cette recherche qui déterminèrent et justifièrent finalement pour moi le diagnostic de l'hystérie. En parlant ainsi de la méthode de Breuer, j'arrivais à étudier d'une façon générale l'étiologie
et le mécanisme des névroses. J'eus ensuite la chance d'aboutir, en un laps de temps relativement court, à des résultats appréciables. Je fus forcé de reconnaître que puisque l'on pouvait parler de cause dans l'acquisition d'une névrose, l'étiologie devait tenir à des facteurs sexuels. Je trouvais encore que dans l'ensemble, différents facteurs sexuels créaient aussi différents tableaux cliniques de névrose. Dans la mesure où ce dernier fait se confirmerait, on pourrait donc essayer d'utiliser l'étiologie pour caractériser les névroses et établir, en ce qui les concerne, une stricte délimitation des tableaux cliniques. Au cas où les caractères étiologiques coïncideraient de façon constante avec certains caractères cliniques, cette manière de voir se trouverait justifiée.